Oh là 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 là. Bonsoir. 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 Bonsoir, bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans l'horreur du dimanche, le podcast français indépendant au cours duquel nous parlons de cinéma d'horreur et de genre en toute détente évidemment, le podcast des professionnels de l'amateurisme, le podcast du partage des films et des pistes audio sur notre console obsolète, le podcast du frisson mou. Bouh! Merci. Merci. La crainte d'une majorité parlementaire et d'un gouvernement d'extrême droite a longtemps plané au-dessus de nos têtes. Et à l'heure où cette émission est enregistrée, l'inquiétude demeure. Bien que nous ayons évité le worst case scénario, l'inquiétude demeure, disais-je, lorsque l'on constate avec quelle décomplexion sont assumés certains propos haineux et racistes dans notre pays. Bref, nous n'avons pas le postérieur complètement sorti des ronces, comme dirait le poète. Alors on s'est dit que certains et certaines avaient peut-être la mémoire courte et qu'il était de notre devoir d'influenceurs et d'influenceuses de renommée internationale, oui j'ai les chiffres de la Belgique, de rappeler que le lifestyle d'antan, c'était pas ouf. Alors ce soir, pour répondre à la fâcheuse maxime réactionnaire « c'était mieux avant », eh bien nous allons tenter d'apporter des contre-arguments coup de poing en partageant avec vous une sélection de films en costume. Alors on est encore loin de mon diabolique projet spécial Les Visiteurs, mais notez déjà avec quelle roublardise je m'en approche. Et ce soir, pour parler guêtres et chandelles, je suis avec mes camarades habituels. Lola, la ribaude de défroque vêtue, comment vas-tu ? Ça va bien. Je sais pas quoi répondre à ça. Ben non, je t'ai pris de court. Dame Camille, sorceresse de ces lieux, toujours plus d'un charmogne dans ta giberne. Je te joigne à stable. Oui, sans doute. Oui, bien sûr. Allez. Et ce gueux, ce maroufle de Léo, que je reprends encore à forfait la main sur une chopine en pleine ripaille. Ouais, voilà, t'as pas compris. De toute façon, tu ne peux pas te défendre. Et le seul déçu du résultat de ces élections est derrière moi. Il avait voté pour un gouvernement qui n'aurait d'extrême que la douceur de sa barbichette ou le son de cette mandoline. Ferme et fondant, comme le caprice des dieux, ou plutôt le cabrice des dieux. Brice. Oh là là. L'horreur du dimanche, épisode 32. C'est parti, c'est maintenant. Et on commence avec le film que Léo a sélectionné. Sorry. You're with God. You're with God. And very soon I'll be with you. I promise you. I promise you. I love you, Avril. Non les pages. Infinity. Experience sanctum. Amen. Amen. Oui, excusez-moi, j'étais parti assister à une petite représentation de Ménestrel, mais je reviens dans ce fabuleux banquet en votre charmante compagnie ce soir. Bonsoir Voilà. Léo. Bonsoir. Comme vous l'avez entendu, et si vous avez réussi à deviner avec cet extrait, bravo. Vous avez l'oreille absolue. Vous avez parce que- l'oreille absolue d'un extrait étrange et qui ne dit pas grand-chose comme à mon habitude. Je vais vous parler de Black Death, réalisé par Thomas, Christopher Smith. ton préféré. Ouais. Ouais, Black Death sorti en 1348, en 2010, my bad. Donc du coup, comme j'ai dit, par le réel préféré de Thomas, que vous connaissez sûrement pour quelques-uns de ses films qu'on a déjà chroniqués. Triangle. Triangle, Exactement. Sévrance aussi. Ouais. Bon, C'est ça, France. on- Il n'y a ouais, plus d'effort d'accent. Ouais, y a- là. Severance, Sévrance. pardon. Je sais qu'on a, n'a pas adoré, mais on peut au moins respecter quand même. On respecte. Et moi, j'aime beaucoup Creep aussi. Ouais. Bon, écoute, on va finir par le faire. Hein. Celui dans le métro. Bah oui. Ouais. Ouais. Ah, j'aime bien Il est aussi. très chouette celui-là, je trouve. J'aime beaucoup aussi.
Et puis après, on aura fait toute sa filmo, donc de toute façon, voilà. Ouais, on peut peut-être trouver des trucs obscurs qu'il a fait. Je pense qu'il en a fait quelques-uns quand même. Des coprods, un truc comme Des ça. pas bons aussi. Et Black Death, ça parle de quoi? Black Death, ça prend place pendant une grande épidémie de peste brune en France. Ah non, pardon, ça failli être nous dimanche, mais comme vous l'a dit Thomas, on a réussi à l'esquiver. Vous voyez le niveau méta de ma chronique. Oh là là. Ah ouais, incroyable. non, mais c'est incroyable. Bon, c'est écrit, hein, de toute façon. Hein. Black Death, c'est l'histoire On a des d'une auteurs. joyeuse compagnie hétéroclite. Ouais, bah, les auteurs, des fois, pas trop ça quand même. Mais on les paye pas, donc bon. Et du coup, oui, c'est l'histoire d'une petite compagnie hétéroclite qui comprend un apprenti prêtre du nom de Osmond, interprété par Eddie Redmayne. On retrouve aussi un chevalier au corps de pierre et à l'armure impeccable, interprété par Sean Bean. Pourquoi tu prends l'accent du Je sais Sud pas. Bah, Impeccable. on est d'accord que c'est celui qui fait Oui, qui meurt tout le temps. Boromir. Oui, Bien sûr. Exactement. Il ouais. meurt tout le temps. Ou dans un film qu'on a vu récemment avec le Rose de Dimanche aussi, Silent Hill, le mec inutile, tu sais. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Qu'on Et dans voit Game de of temps en Thrones temps. aussi. Oui, Ah, c'est mais Ned en fait, Stark. dès qu'il a les cheveux Ouais. longs, je le reconnais. Ouais. Dès qu'il a plus Ouais. les cheveux longs, je le reconnais pas. ouais. Ouais, c'est un super pouvoir. Ça fait le même effet avec Léo. Bah, j'ai jamais eu les. Enfin, Mais qui bref. êtes-vous? Moi, je t'ai vu. Ah oui, c'est vrai que je me suis coupé les cheveux. Ouais, moi, je t'ai C'est vu en hyper photo intéressant. avec une moustache et je t'ai pas reconnu. Hein. Ah oui. Bah, c'est des erreurs du confinement, malheureusement. Mais bon. Revenons à nos moutons chrétiens. Oui. Euh, Dans notre petite compagnie se trouve aussi un bourreau sadique surnommé le Truth Getter, le chercheur de vérité, le tireur de vérité. Ouais, voilà, plutôt Ouais. comme ça, je dirais. Ouais. Et Celui-là qui fait dire la vérité. celui-là qui t'est-ce qui fait te dire la vérité à toi, ouais. Ouais, souvent le bad cop en fait. Ouais, là c'est quand même un très très bad cop dans ce cas-là, Bah, quoi. c'était Enfin, avant les GPN, peut-être. Je suis en train de Ah bah, m'enferrer dans un truc de oui. merde là. Vas-y, continue ta blague. encore. Non, c'est bon. C'est bon. Et accompagné aussi par d'anciens soldats sans pitié que je vous laisserai découvrir en regardant le film. Donc hétéroclite, mais que des mecs. On te le dit, hein. Hétéroclite, Mais que des hommes. Ouais. mais principalement composé que d'hommes. Et je dirais pas des plus raffinés quand même. Hein. Alors non, pas des plus raffinés, mais notre charmante troupe de fous de Dieu part en quête d'un village censé être épargné par la pestilence qui ravage les terres anglaises. Village épargné grâce à des pratiques païennes hérétiques. Voilà. Et leur but est simple, ne pas leur demander comment ils survivent, mais découper en deux le nécromancien à l'origine des rites païens et apporter sa dépouille à l'évêque du coin. Le tout dans le respect des gestes barrières, évidemment. Ouais. Et une fois arrivé dans un des plus beaux villages d'Angleterre, élu Villefleury 1348. Alors, le taux d'ensoleillement, on est à moins 100. Alors, sur 10. c'est-à-dire que même quand il y a des plans ensoleillés, c'est gris et sombre. Mais moi, ce qui m'a Voilà. fait, Mais ce c'est qui la m'a fait peste, marrer, c'est normal. C'est que les gens, ils ont l'air saucés de faire découvrir leur village qui est soi-disant stylé, alors qu'en fait, c'est vraiment la loose, quoi. à mon Bah, avis. il est bien leur village. Tu vois-tu mes géraniums? Mais Tu vois-tu mes rhododendrons? les corbeaux morts suspendus aux arbres. Arrête, tu restes 48 heures dans ce truc, là, c'est la déprime, quoi. C'est le Loir-et-Cher version hardcore, quoi. Ok, Moi, j'avoue, Pardon. on en reparlera après, mais je suis team village. Mais bon, bref, ok. voilà. D'habitude. Et dans ce village, il rencontre la première femme du film, la deuxième femme du film, Langiva, Qui joue dans Game of Thrones aussi. qui joue aussi dans Game of Thrones, et du coup qui est Caris Van Houten. Dans Black Book aussi. Ah ouais, Ah, d'accord. de Verhoeven. On apprend. Ouais. Très grande actrice. Et qui, dans Black Death, est la chef du village et aussi suspectée nécromancienne, sorcière, prêtresse des enfers, un peu tout ce que vous voulez. Et des événements macabres s'enchaînent alors à une vitesse palpitante et testent la foi de nos fervents chrétiens dans des situations La tentation. Macabres. La tentation. macabres. Mmh. Oui, et pas que. Donc voilà pour le résumé, j'en dirai pas plus parce que après vous connaissez la chanson, ça spoil quoi, mais on va le faire après, vous inquiétez pas. Si vous aimez les spoils, ils arrivent. Oui, bah, de toute façon, les gens sont habitués maintenant. En tout cas, Black Death est un Enfin, ou film pas. marqué par l'omniprésence de la religion, de la croyance et d'une vérité très personnelle pour chacun et chacune des personnages. Comme je dis, chaque personnage possède son prisme de lecture du monde, gouverné par une foi ou une croyance très forte à chaque fois.
Et de la foi, il y a beaucoup de foi dans ma chronique. Et de la foi Une fois, aveugle, deux fois. et j'ai fait plein de rimes en plus. Et de la foi aveugle au fanatisme, il n'y a qu'un pas. Ah oui. Ouais. Et Parce que c'était j'allais dire, par- si tu fais que des rimes en foi, c'est pas dingue. C'est triché. Ouais. C'est triché. Et chaque personnage a en gros sa méthode plus ou moins extrême, quasiment toujours violente, pour obtenir la vérité qu'il souhaite voir ou qu'il souhaite faire voir à d'autres personnages. Et il s'agit toujours d'une vérité déformée, transformée et qui passe par le biais d'analyse des personnages. Globalement, tout le monde se retrouve mis à l'épreuve de sa propre foi et de ses propres croyances, et ça finit systématiquement mal, très mal dans le film. Donc voilà quoi, la véritable pestilence présentée dans Black Death, c'est la foi aveugle et les fausses idoles qui amènent à la destruction des personnages ou à des actes absolument infâmes. Moi, je trouve que c'est un des films de Smith les plus aboutis, je dirais. Ouais, je suis que assez ce d'accord. soit en termes de réal, de mise en scène, d'acting et d'écriture, je sais pas si j'irai jusque là parce que Triangle était quand même assez smart, mais j'ai beaucoup aimé en tout cas pas mal de choses dans le film, mais j'ai aussi pas aimé beaucoup d'autres choses, mais c'est assez récurrent chez Christopher Smith. Ouais. C'est un peu les mêmes reproches que j'ai d'habitude. Moi j'ai du mal avec la réal, mais comme d'hab, je trouve que ça fait toujours un peu en retard par rapport à l'année où ça sort. Là, ça sort en 2010 et j'ai un peu l'impression de voir un film des années fin 90-2000. Donc, tu as des ralentis saccadés, il y a des coupes un peu approximatives de montage. Tu as un étalo qui est, qui est tout gris avec. On voit rien. Ouais, on dirait vraiment un. Ah oui, vieil les deux étalo, grincheux, là, oui. Grincheux et grincheuse. Mais bon, voilà, ça, on grinchouille, mais voilà. Mais le reproche principal, moi, que j'ai quand même à faire au film, c'est que tout est très prévisible et très, très, très expliqué. Ça, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et là, c'est la partie spoil. Il y a notamment un moment du film où, en fait, on comprend très bien de quoi il s'agit. Le personnage du coup de Osmund quitte du coup sa compagne secrète au début parce qu'il est prêtre et il n'a pas le droit d'avoir des relations en théorie, qui s'appelle Averil. Et en fait, il retrouve un foulard à elle dans une forêt ensanglantée. Donc il la pense morte, et au village où ils arrivent après, les villageois lui disent qu'ils ont récupéré du coup Averil et qu'elle était morte dans la forêt. Nous, on n'a rien vu de tout ça, donc on l'a pas vu mourir. Donc c'est la règle, on n'a pas vu mourir le personnage, donc voilà, a priori potentiellement pas le cas. Et en fait, la prêtresse du village la ramène à la vie après. Un rituel. Par un rituel dans la forêt, sauf qu'en fait, dans le même temps, ses compagnons d'aventure affreux là se font empoisonner dans le village. Et en fait, je trouve qu'on capte très très vite que tout est mis en scène et qu'on va lui faire croire qu'elle a été ressuscitée pour tester sa foi, mais que en fait, elle est jamais morte quoi. Elle a juste été droguée. Et je trouve que ça, on le capte assez vite dans le film, et c'est pas les seuls éléments où tu les vois arriver un peu à 10 km, je trouve. Ouais. Mais tu prêtes de l'attention à ça et t'as raison. Mais c'est marrant, moi ça me gêne pas quand je regarde le film, tu vois. C'est pas tellement pour le scénario que je viens de le regarder. Moi ça me gêne pas, mais ça me gêne que le twist soit expliqué à ce point-là à la fin. Tu vois. Oui, je comprends. Mais moi ce que j'aime bien bizarrement, et c'est là que je vois que Christopher Smith c'est quand même un type qui a l'air d'expérimenter pas mal de trucs. Bon, il n'est pas au bout de sa carrière, donc il fait encore des films, mais qui sont moins bons là quand même depuis 2 ou 3. Mais c'est quelqu'un qui expérimente, tu vois, qui va chercher un peu dans chaque registre, que ce soit de l'horreur ou du film fantastique, et qui arrive à chaque fois avec une proposition un peu originale. Donc, le vrai film à twist qu'il fait, c'est Triangle, hein, on l'a regardé. Qui est basé sur une boucle temporelle, et là j'ai l'impression qu'il propose un film au cours duquel il se passe pas grand chose, parce que finalement en fait là tu vois, moi c'était la 2e ou 3e fois que je le revoyais, mais en fait c'est assez plat quoi, tu vois, il y a une attaque de bandits, ils arrivent au village, ils se font prisonniers et puis c'est la fin. Enfin tu vois, c'est en termes de, c'est très en termes de péripéties, il se passe pas grand chose, mais moi j'ai l'impression de rester dans le film pour son ambiance, tu vois, et pour tu vois, il y a des compositions, je trouve, qui sont quand même hyper sympas et qui donnent
je sais pas, c'est une espèce de film qui est fait pour faire des pochettes de films, tu vois. Enfin, il y a, par exemple, quand ils sont dans le marais et qui marchent dans le marais, et qui se déplacent, et que tu as les villageois qui arrivent autour d'eux, enfin, quand ils arrivent au village, pardon, ou alors quand tu as les bandits qui approchent Osmond et qui se dressent comme ça sur la falaise, enfin, je sais pas. Je trouve que il y a quand même des... Ouais, il y a La mort de Sean Bean aussi. la mort de Sean Bean. Mais c'est un film qui génère en tout cas de l'intrigue à mesure que je le regarde par l'ambiance et par des compositions de plans et tout ça. Et moi, je reste accroché pour ça. C'est vrai que le twist, bon, voilà. Mais c'était pas pour ça que je venais. Voilà. Ouais, moi, Ça vous a plu, Jordan Bardella Origine, du coup? Moi, j'avoue que j'ai pas trop aimé ce film. Je dois dire que je me suis beaucoup ennuyée. J'ai trouvé qu'en fait, il y avait beaucoup de... C'est un peu plat. Esthétiquement, c'est quand même... moi, je trouve ça un peu compliqué. Ça tire un petit peu la gueule, ouais. C'est tout le temps... Enfin, il n'y a pas vraiment de variation, tu vois. Ça me pose souci. Et en plus, il y a pour moi un vrai problème, c'est qu'on s'attache pas du tout au personnage. Mais c'est impossible. Eddie Redmayne, oui, mais Eddie Redmayne, quand même acteur important. Enfin, tu vois, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais déjà, moi, cette coupe au bol, j'avais l'impression de voir les piliers de la terre. C'est une série un peu ringarde. Attends, tu parles de coupe au bol, on va passer à ton film après. Hein, donc, Certes. Ouais. Mais, oui, là, bon, on est sur une coupe au bol qui est un peu... Voilà. Et je sais pas, je trouve que ses questionnements à lui sont assez plats. Les autres personnages qu'il rencontre sont assez plats. Et moi, il y a plein de moments où je suis sortie du film complètement parce que je trouvais que donc c'est un film en costume, moyenâgeux et tout. Mais c'est vraiment genre la vision méga ringarde du Moyen-Âge. Genre le Moyen-Âge en Angleterre, bah, c'est vraiment cracra, la boue, machin, les sorcières et tout. Enfin, au tout début, par exemple, ils croisent un groupe de villageois, alors évidemment avec des dents dans un état... ça fait peur. Avec un mec qui est en train de hurler Burn the witch comme ça. Et t'es là, genre, oh non, je peux pas avec les yeux fous et tout. Bon, je veux bien que ça arrive à l'époque, mais c'est un peu là, genre, c'est un peu le cliché, tu vois. J'avais l'impression de voir un peu Robin des Bois. Toute cette quête, elle est giga cliché de toute façon. Robin des Bois horrifique, sans. C'est qui, Kevin Costner ou un truc comme ça? Bref. Kevin Costner, ouais, voilà. Compliqué. Ça manque de fantastique et il y a des trucs que j'ai pas compris. Genre le supplice dans parce dans l'eau. Ah ouais. J'ai trop rigolé parce qu'en fait, donc les mecs arrivent dans le village, ça commence à sentir à tourner vinaigre, comme ça qu'on dit. Tourner vinaigre et là, je ne sais pas pourquoi, le supplice c'est on les fout dans un baquet d'eau. Est-ce que c'est parce qu'il pue? Est-ce que tu as déjà été à la piscine avec une eau un peu froide? Donc c'est bien ce que je pensais. Le problème, c'est vraiment les doigts de pied fripés. C'est ça, entre la peste, le démembrement et le pédiluve, le choix est fait. Je comprends. Là, pédiluve, pire torture. Parce que vraiment, c'est le premier truc qui... Christopher Smith. C'est ça. Et ça a l'air genre terrifiant. Et t'es là, ils sont juste dans l'eau, quoi. Tu ressors de là, t'es couvert de verrues. Hein. Oui, ils sont déjà dans un sale état. Donc, mais on sait pas à quelle saison c'est tourné. Bah, il a l'air de faire froid, c'est vrai. Il a l'air de faire froid. Bon. Et ils ont été drogués la nuit et ils sont toujours pas très frais le matin. Oui, mais alors, rien de mieux qu'une douche froide, douche froide pour se remettre d'une gueule de bois. Enfin, c'est vrai. Je vous le dis parce que je l'ai vécu, mais quand même, c'est un peu là, genre, bon, très bien, il se passe ça. Après, moi, je suis d'accord aussi, j'avoue, le propos, là, j'en ai parlé, j'ai essayé de vous en parler un peu bien quand même, mais ça vole pas hyper haut non plus. Non. Et, non, clairement. Toi, Lola, je sais pas ce que tu en as pensé, par exemple. Moi, concernant Christopher Smith, j'ai préféré Triangle. Clairement. Ah oui, moi aussi. Et d'ailleurs, je pense Severance aussi. Moi aussi. Voilà, parce qu'en fait, je trouve que, là, le film me faisait très envie. Et en fait, là, le côté païen en fait qui en fait ce sont des personnes athées, donc de laisser tomber Dieu au profit de quelque chose d'autre, je trouve pas que ça leur rende service et j'ai pas l'impression non plus, déjà je trouve ça très violent pour les personnes qui ont la foi de manière générale, je trouve ça assez gratuit et pour les personnes athées ou agnostiques, je trouve pas que ça aille dans leur sens non plus. En fait, je me demandais quel était le discours du réalisateur pendant qu'il faisait ce film. Et je l'ai dit pendant notre conversation sur WhatsApp. Signal. Sur Signal, oui, pardon. Oh là là. Au cas où on serait sur écoute. Au cas où on serait sur écoute, tout à fait. Non, mais j'avais un peu... Je savais pas où est-ce que... Et heureusement que j'ai vu d'autres films de Christopher Smith, parce que sinon, si
si là, Léo, tu m'avais montré ça comme ça, je me serais dit, putain, mais c'est un film de facho, de catho et tout. Et parce que moi, je trouvais que ça allait beaucoup dans le sens des catholiques. Mais parce que je trouve que les païens, je trouve qu'ils sont ridiculisés en fait. Ah ouais, mais les cathos sont les pires salopards de tout le film. Et ce sont des salopards, mais je trouve que le côté fausse sorcière. Je suis un peu d'accord avec toi, Lola. Je suis un peu. Je trouve que ça va dans le sens d'aucun des camps. Oui, mais l'entre-deux est bizarre. C'est vraiment, je prends pas parti en fait. Voilà, c'est ça. Mais parce que je pense qu'il y a une espèce de volonté de délivrer du spectacle avec pas beaucoup de moyens qui fait que du coup il met l'emphase sur certaines scènes et ça. C'est un peu putassier de temps en temps, tu vois ce que je veux dire. Enfin, notamment, il y a une scène où je me suis fait la réflexion après que tu aies dit que c'était un film de facho en le revoyant. Et il y a une scène où je me suis dit ok, je comprends. C'est la scène de la mise à mort de Boromir. J'ai oublié le nom. Non, mais il n'y a pas que ça, comme le dit Camille. Non, mais tu as une espèce de montée de la musique, tu vois, tu as une espèce de montée. Et puis je regarde le ciel. Voilà. Oui, je trouve que c'est presque limite plus dans leur sens à eux. C'est presque plus eux les martyrs. Moi, je suis pas d'accord du tout avec ça, par contre. Ok. Non, mais j'ai dû passer à côté de quelque chose. Mais moi, c'est ce que. Pourtant, je l'ai regardé sobre, j'étais reposée, voilà. Mais moi, la différence, elle joue dans le fait que tu comprends leur biais, leur prisme de vision du monde, et c'est du coup, tu t'attaches pas à eux parce que c'est des donc en fait, c'est tous des connards. Mais moi, c'est un peu ça mon problème du coup avec le film. Mais moi, je suis d'accord. Hein. Moi, ça me dérange. Et de base, ça me dérange comme propos politique. Et ça me dérange aussi là, comme manière de critiquer la foi. Et je suis d'accord, je trouve ça assez violent. Et je trouve que ça apporte pas grand-chose finalement. De dire la foi c'est bien, mais pas trop quand même. Personne n'a raison, tout le monde a tort. Ouais, ok. Bon. Mais parce que j'ai le sentiment qu'il s'attache à me poser la question un peu de la croyance et du pouvoir. Oui, complètement. Ouais. Et qui fait croire. Mais ça, on va en reparler pendant le podcast. Mais c'est quand même je trouve qu'il y a plein de films qui l'ont mieux fait que ça. Tu vois, je vais citer Benedetta de Verhoeven que moi j'ai adoré et qui parle de ça en fait, qui parle de justement à quel point la foi c'est soit un truc inventé, soit un truc vrai, mais on s'en fiche un peu parce que le truc intéressant c'est simplement de faire croire aux autres quelque chose. C'est aussi le cinéma en filigrane. Mais oui, mais moi je trouve que la foi peut être belle en fait. Ah bah bien sûr, mais là le seul truc c'est que j'ai le sentiment que comme le dit Thomas, genre c'est pas du tout ça qui l'intéresse en fait, l'intellectualisation du sujet, il s'en fout un peu, c'est un peu des prétextes pour juste montrer des gens cracra dans des situations cracra, tu vois, au Moyen-Âge quoi. Bon. Oui, et puis des piles de cadavres avec la peste. Pardon Lola, je t'ai interrompu, vas-y. Non mais moi je pense que ça, pour le coup ce qui est dans le synopsis, moi, je pense que ça aurait été cool qu'elle fasse vraiment, qu'elle ressuscite vraiment des gens en fait. Oui. J'étais un peu déçue que ce soit avorté comme ça, cette idée. Et moi, j'aimais bien ce côté-là en fait. Vas-y, va à fond dans la sorcellerie, va à fond dans le paganisme. Ouais, mais c'était pas moi, je sais pas, ça m'aurait pas dérangé ou quoi, mais ça aurait pas été avec le propos il y aurait du film, eu une prise de position un peu plus affirmée, peut-être. Mais j'aurais préféré que ce soit une vraie sorcière en fait. Ok. Ouais. Voilà. Si je peux conseiller Christopher Smith, voilà. Ouais, bah oui, C'est gratos. Prends mon. Chris. Bon bah Christopher, par contre, tu viens dans le prochain épisode parce que là, ça fait quoi ? Ça fait 3 fois qu'on en parle. Ouais. Et Creep, je pense qu'on le fera peut-être à un moment aussi. Donc, Donc là, il est contractuellement obligé de venir au prochain épisode. Parce qu'on lui a fait beaucoup de pubs. Nous proposer sa sélection. On a parlé d'un prêtre de droite. On parlera peut-être un peu plus tard d'un prêtre de gauche. Disons. En autogestion. Avant-gardiste ça sur quelques points. Mais avant ça, on va faire un petit détour par une autre époque de l'histoire, un autre type de costume, et on va parler du film que Lola a sélectionné.
Et Lola, quel est ce film ? Moi, j'ai choisi The Nightingale de Jennifer Kent. Claire, de Juliana. Shoulder up! I'd like to call on our little nightingale. Why won't you let her go? She's my property, so I'll do what I want with her. That girl you raped, whose husband and baby you murdered, that girl died. But you can't kill what's already dead. Voilà. Ah là 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 là. Rien que d'entendre la bande-annonce. Ah. Eh oui. Ouais. Donc, The La vache. Nightingale, Jennifer Kent, comme je disais, qui est un film australien sorti en 2018 avec la merveilleuse Aisling Franciosi qui joue Claire, le merveilleux également Baikali Gananbar qui joue Billy / Mangana de son vrai nom. Et je rajouterais Sam Clanflynn qui joue le monstrueux Hawkins. Je mets pas les autres FDP, mais un, ça suffit. Il ressemble à Macron d'ailleurs, moi je trouve. Bref. Allez. Brice, là, c'est bon, là. Tu t'éteins l'émission. C'était là. pas un clash, j'ai vraiment trouvé qu'il ressemblait. Pardon. Ah bon? Mais oui. Moi, je l'ai trouvé beau. Ouais, Alors, moi, je dis l'ai pas trouvé ça. beau aussi. Ouais, il est assez Bah, beau. en vrai. Et Non, t'as il tout est beau. gâché. Pardon. Ouais, moi, Léo. je le trouvais beau aussi. Ah, voilà. C'est un film qui se passe en 1825 en Tasmanie. Claire est une jeune Irlandaise. On comprend assez rapidement que c'est une ancienne bagnarde également, qui va partir à la recherche de son agresseur, un officier britannique, Hawkins, comme je le disais, afin de venger elle-même et sa famille. Elle sera au cours de son odyssée accompagnée et guidée par Billy Mangana, un aborigène avec qui elle va créer une relation complexe mais pleine de tendresse et d'humanité. Que dire de ce film ? Je ne l'ai pas vraiment choisi pour cet épisode. C'était dur de le revoir. Moi, c'est la deuxième fois que je le voyais. Mais je suis très contente de faire une chronique dessus. In fine, donc voilà. C'est le deuxième long métrage de Jennifer Kent, après le grandiose Mr. Babadook, qui, je pense, est un de mes films préférés de tous les temps. J'en profite pour rappeler que j'en ai parlé de The Babadook dans le podcast BD de nos copains du 4864. Voilà, allez les écouter, ils sont super. L'épisode qu'on a fait avec eux, il est trop bien aussi, donc voilà, c'est une petite dédicace. Les frérots, les sœurs. À Thomas et Manon. Voilà. Avec The Nightingale, Jennifer Kent aborde l'horreur de manière beaucoup plus frontale. On ne va pas se cacher derrière des monstres dans les placards qui arrivent simplement lors d'événements difficiles de la vie. Là, les monstres, ils sont bien réels et existent depuis toujours. Je fais d'ailleurs un avertissement, car c'est un film extrêmement douloureux à regarder. Il est construit comme un rape and revenge, donc le viol est montré plusieurs fois et les scènes sont parfois très longues. Souvent, d'ailleurs. The Nightingale, traduit par le rossignol en français, c'est le surnom donné par l'horrible officier Hawkins à Claire, le personnage principal, parce qu'elle chante très bien d'une part, mais également parce qu'elle est à lui, littéralement, et on comprend qu'il l'a achetée dans une prison. C'est donc son petit oiseau qu'il possède, qu'il humilie, qu'il dépouille de toute humanité. Son chant, à elle, d'abord soumis et craintif, deviendra au fil du film symbole de puissance et d'émancipation. Je pense que c'est un film très important car dans une période où la solidarité et l'entraide, comme le rappelait Thomas en début de chronique, se font de plus en plus rares, il est bon de rappeler que la tendresse et l'amitié peuvent naître entre des individus malgré leurs différences et parfois même grâce à leurs différences. C'est ce qui arrive à Billy et Claire qui créent une relation unique et férocement sincère. Le film va pas tant parler de l'horreur du passé, mais du présent qui a seulement revêtu un masque un peu moins moche. Ça vous fait écho, non, un peu, ce que je raconte? Les femmes se font toujours
violées impunément. Les personnes racisées sont toujours écrasées par la domination de l'homme blanc. On massacre toujours la nature et les animaux, et même peut-être plus qu'avant. Et les pauvres sont toujours les plus vulnérables. Bref, les choses ont changé depuis le 19e siècle, mais en fait, je suis pas sûre. Et The Nightingale, ça parle de tout ça, de cette horreur permanente qui a toujours été là, partout, à partir du moment où certains se sont crus supérieurs à d'autres. Pour parler un peu de Jennifer Kent, c'est donc une femme blanche, australienne, donc aux origines sans doute colonialistes. Et à aucun moment le film va tomber dans quelque chose de l'ordre du whitesplaining, si on peut dire ça comme ça, justement parce que pendant toute la création de son film, elle a été guidée par un aborigène de Tasmanie qui lui a décrit, déjà qui lui a raconté son histoire, qui lui a parlé des tenues que les gens portaient, des discours qui étaient dits, des relations entre les hommes, les femmes, voilà. Mais ça se sent d'ailleurs. Ça se sent et moi j'aime profondément ce film. Il est très dur à regarder, mais vraiment nécessaire. Et je parle peu, mais vous en parlerez peut-être plus que moi. Mais les performances de Aisling Franciosi et Baikali Gananbar sont grandioses et l'image est sublime. Tout se passe en Tasmanie, en décor réel. Et voilà, moi je trouve que c'est un film, c'est un film assez incroyable. Moi, je parle pas trop de ce genre de film d'habitude parce que pour ceux qui l'ont vu, vous me direz ouais, mais c'est pas vraiment horrifique. Mais il faut voir ce film. Et c'est un film d'horreur. C'est un vrai film d'horreur en fait. Enfin là. Après The Babadook, validé, là. Que pouvait-on faire de mieux que ça ? Je ne sais pas. Ouais. Non, mais oui. Mais c'est, enfin, moi je le dis maintenant, chef-d'œuvre. Enfin, en tout cas, à mon sens. Mais vous vouliez peut-être non, mais je crois que Camille, toi tout à l'heure, tu parlais de l'image en plus. Ah oui. C'est vrai que l'image, elle est sublime. Moi, c'est la première fois que j'ai vu ce film. Vous en aviez parlé plusieurs fois. Je crois qu'on en a parlé dans l'épisode juste d'avant. Vous m'aviez dit, t'as pas vu ? Non, il y a deux épisodes. Ouais, on t'avait dit. Quand on parlait du Rape and Revenge. Ouais. Et je trouve que c'est vraiment un très grand film, même dans sa facture. C'est très beau. Il y a un grain permanent, il y a tout le temps des idées en termes de cadrage et tout ça. La nature est fantastique. Elle est... comment dire ? Elle fait un peu peur et en même temps, c'est un cadre permanent de cette violence-là et c'est un cadre doux qui s'adoucit au fur et à mesure. Je trouve ça vraiment très beau. Moi, ça m'a fait penser à plein de peintures aussi. Il y a plein de scènes d'intérieur où on croirait que c'est de la tour, le peintre avec les bougies là. C'est vraiment et c'est pas forcé, c'est-à-dire que c'est très très naturel. Les acteurs sont absolument incroyables. Elle m'a fait penser en termes de visage à Chris de Christine and the Queens, espèce de présence hyper. C'est-à-dire qu'on ressent tout ce qui se passe sur son visage, toutes ses pensées transparaissent et lui est sublime aussi. Enfin, vraiment, tout le monde est incroyable dans ce film. Moi, j'ai eu la sensation... Alors, vous allez crier, parce que vous n'aimez pas. Ouais. Mais moi, c'est un film que j'adore. Le Nouveau Monde, de Terrence Malick. Ah oui. Pour moi, on est sur ce niveau de mise en scène et de... Mais... Ah ben non, mais c'est un film fantastique. Ouais. Mais c'est sur cette idée vraiment d'un monde qu'ils ne comprennent pas et qui les écrase et qui le maltraite. Il y a tout un rapport à la mort aussi qui est hyper intéressante. C'est-à-dire que c'est un film, comme tu l'as dit, d'une violence. Je veux dire, les méchants sont vraiment méchants. C'est-à-dire qu'ils sont sans foi ni loi. Enfin, la moindre. En fait, ça nous fait un coup au cœur dès qu'il se passe un truc violent dans le film. Et de l'autre côté, le personnage de Billy, par exemple, va à un moment donné tuer un animal. Et là, la mort, c'est pas la même que celle qu'on a côtoyée juste avant. C'est-à-dire qu'il y a un truc de douceur qui est présent. Et même la mort donnée par les aborigènes, même dans la façon dont ils le font avec... vous verrez. C'est pas complaisant avec la violence et la douleur.
Et c'est là que, pour moi, il y a une frontière très importante et qui est bien montrée par Jennifer Kent. Tu parlais des scènes de viol, elles sont aussi très très bien filmées dans le sens où en fait, on ne voit pas les corps des femmes, on ne voit que leur visage. Et c'est exactement là-dessus que toute la violence s'exprime et que on comprend ce qui se passe. Je trouve que c'est vraiment un très grand film. Je suis très contente de l'avoir vu. Ouais. Et tu parlais de... Encore une fois, je ne saurais plus situer dans quel épisode c'était, mais j'y pense quand je t'entends parler. Tu parlais de convergence des luttes. Ah bah bien sûr. Et je trouve que le film fait un truc assez intelligent bien sûr. Là-dessus avec le personnage de Claire et le personnage de Billy. C'est-à-dire que elle, en début de film, compte tenu de ce qui lui arrive, tu es dans une empathie absolue envers elle. Et là où il opère un truc intelligent, c'est qu'en fait, alors que tu es acquis à sa cause et que tu embrasses totalement sa quête de vengeance, tu es quand même freiné par le Son comportement haineux qu'elle peut avoir vis-à-vis du personnage de Billy. Et parce qu'il fait partie d'une le racisme qu'elle a aussi permanent, parce qu'il est aborigène d'Australie et donc voilà, il est par définition c'est pas un homme blanc et t'es quand même choqué par, et ça je trouve que c'est un truc qui est un peu risqué, tu vois. C'est une vraie prise de risque d'un point de vue de l'écriture en fait, de risquer au moment où tu montres ce que tu montres, enfin, tu mets en scène le personnage principal de Claire, tu l'as fait traverser ce qu'elle traverse, de prendre le risque que le spectateur ne l'aime pas, à un moment donné, c'est un vrai engagement. Et pour autant, la situation évolue et pour autant, leur lutte à eux deux converge. Et là, le film opère un truc absolument génial, en fait. Bah, pour moi, c'est un film qui est extrêmement politique sur l'intersectionnalité, et tu en as bien parlé aussi. Et moi, c'est ce qui m'a... Enfin, c'est une grosse claque et ça a été assez dur de s'en remettre. Parce qu'à la fois, il y a ce discours-là que j'ai trouvé incroyable et d'une pertinence et d'une finesse dans la gestion aussi, où c'est jamais gênant le rapport entre les deux personnages et ce qui se crée au fur et à mesure du film. Mais c'est aussi pas un message du tout d'espoir, ni même un film de rébellion en fait. Enfin, moi je trouve que c'est un constat assez glacial sur la violence, la disparition, le génocide et l'impossibilité d'une fin heureuse, parce qu'en fait on sait ce qui s'est passé après. Et en vrai, on sait que les populations aborigènes en Australie, elles n'ont pas eu le droit de vote avant les années 60 et que, globalement, les cultures ont été décimées alors que c'est les cultures les plus anciennes qui ont été retrouvées, les formes de culture et d'art qui ont été retrouvées les plus anciennes, quoi. Mais c'est pour ça que c'est un film très important, effectivement, tu vois, que ça soit fait par une Australienne. Ouais, je suis d'accord. Parce que les lois en Australie, c'est un pays extrêmement nationaliste, extrêmement raciste, où ils se font condamner. Enfin, on va pas commencer à partir sur un truc trop politique, mais il faut quand même savoir qu'en Australie, les PVT, tout c'est très sympa, mais sincèrement, renseignez-vous un tout petit peu sur notamment les camps qui sont à l'extérieur de l'Australie, sur des toutes petites îles, voire des cailloux, pour retenir justement les immigrés ou les personnes qui n'auraient pas le droit de s'installer en Australie. C'est un pays qui est quand même bien bordel. Donc je trouve que c'est quand même très fort d'avoir fait ce film. Et en même temps, ce qui est très très beau, c'est que c'est un film de cinéma pur. Moi, ça m'a fait penser à beaucoup de westerns, mais vraiment de la grande époque des westerns, tu vois, où d'un seul coup tu fais rentrer dans la quête, l'odyssée, la découverte, genre des personnages tellement humains, tellement pétris de contradictions, tellement machin, et avec des relations qui sont très belles, tu vois, qui naissent comme ça, qui jaillissent. Franchement, c'est très 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 beau. Bravo. Ouais. Un grand bravo, c'est un très grand film. Et donc, Jennifer Kent, on la connaissait pour le Babadook juste avant, qui est peut-être un peu plus accessible, mais qui reste néanmoins un film extrêmement intelligent. Je le disais quand on avait enregistré l'épisode avec le 48-64, mais qui est un peu le proto-film de deuil. C'est-à-dire qu'on en a vu des caisses, mais celui-ci, si vous ne l'avez pas vu, vous ne l'avez pas vu. Vous l'avez pas déjà vu en le regardant, quoi. C'est vraiment il a plus de 10 ans maintenant, à peu près 10 ans, et je trouve qu'il reste quand même tout à fait actuel. Et s'il y a peut-être
un des films de cette catégorie à retenir, c'est celui-ci. Donc je trouve que c'est quelqu'un qui aborde en tout cas le cinéma de manière un peu totale et qui n'a pas peur de pousser les potards. Ça fait un peu Voilà. j'ai l'impression de On parler dirait de Brice, Michael là, Bay, tu vois, mais on dirait Brice. Mais qui a pas peur de mettre l'emphase là où il faut dans un film, d'aller dans le genre et qui a pas peur de montrer les choses, et donc ça fait partie de ces cinéastes qui sont à mon sens précieux. Ce qui est ouf à l'heure actuelle, c'est que Jennifer Kent, elle a toujours pas fait son 3e long métrage alors qu'elle a plus de 10 ans, voire plus de 15 ans de carrière. Je sais pas ce qu'elle a fait avant de faire du cinéma, mais on imagine qu'elle a pas débarqué comme ça. Donc je pense que c'est quelqu'un qui est très ancienne dans le métier, et donc on aimerait bien la voir arriver avec de nouveaux projets. Et je milite pour dire que The Nightingale, c'est un film qui n'est pas vu. C'est-à-dire que c'est un film qui est... Lola, tu le disais, mais qui est un peu essentiel. On en fait des caisses avec pas mal de films qui sont importants, qui sont chocs, qui sont... Voilà. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que Nightingale, je sais même pas s'il a eu une sortie cinéma en France. Je suis même pas certain de ça. Il a reçu des prix, il me semble, dans des festivals quand même, Venise et tout ça. Il me semble qu'il a été quand même beaucoup choqué. Et, il a été beaucoup. Mais c'est un film qui est très peu vu, critiqué, quoi. Ouais. C'est un film qui est très peu vu, qui n'a pas eu, je pense, la distribution, la visibilité qu'il aurait dû avoir. Mais en tout cas, c'est un sacré truc, quoi. Enfin, voilà. Ouais. C'est marrant, il y a des films comme ça, enfin, ça n'a rien à voir, mais... Et puis là, je suis en train de monologuer, donc vous m'arrêtez. Mais... Parce que je sais que c'est pas forcément agréable. Mais il y a Paul Schrader, qui est un réal que j'aime beaucoup. C'est pareil, c'est un type qui fait des films dans son coin, qui sont hyper intelligents, assez engagés, qui ont un propos qui est toujours... hyper pertinent, quoi, et il fait des films tout seul. T'as l'impression que personne ne va voir ce genre de truc. Et Jennifer Kent fait un peu partie de cette catégorie de réalisatrices et de réalisateurs où tu te dis c'est quand même incroyable qu'on n'entende pas plus parler et qu'elle soit pas sur plus de chantiers en même temps. Alors peut-être que ça la sert d'une certaine manière parce qu'elle concentre toute son énergie sur des projets comme ça. Peut-être que c'est comme Terrence Malick au début de sa carrière. Peut-être que c'est comme Terrence Malick au début de sa carrière. Voilà. Mais Des gros morceaux les uns après les autres, et après, faut pas faire beaucoup de films parce que ça part en vrille. Mais... Ouais. Tu donnes tout dans Tree of Life et puis après c'est fini. Voilà. Regardez Le Nouveau Monde, moi je l'ai adoré. C'est un peu plus chiant que The Nightingale, mais c'est vraiment très beau. Ouais, c'est plus long. Mais après, même sur le thème, sur le film d'époque, moi je trouve que dans le rapport historique, ce film m'a fait lire des pages entières Wikipédia juste après, en fait. Parce que tu as envie d'en savoir plus et de comprendre ce que tu as vu en termes de violence aussi. Tu as envie de mesurer l'ampleur au-delà du film, je pense. Ouais. Et ça, c'est très fort aussi, je trouve. Ouais. Peu de films parlent de ce sujet, d'ailleurs. Ouais. Enfin, il y en a, mais il y en a. Et d'ailleurs, il y a assez peu de documentation, pareil, sur les peuples aborigènes qui ont été décimés, avec beaucoup de culture orale, et du coup, beaucoup de choses sont perdues aussi. Donc, c'est d'autant plus important de le remettre aussi beaucoup en avant, quoi. Est-ce qu'on continue dans les faits réels, historiques? Ouais. Eh ben oui, mais là il y a de la docu Wikipédia. On en a abusé d'ailleurs, on a triché, on a utilisé le cheat code. On va passer donc au 3e film de la sélection de ce soir, et c'est, je crois, le film que Camille a sélectionné. Du cul, Camille. Quel est la fête du slip à la kermesse, là. Ce film que tu as choisi? Moi, je vais vous parler des Diables de Ken Russell. Is coming up the steps! But I can't see whether he's handsome yet. Yes! I can see him! He's the most beautiful man in the world!
Sister Agnes! Sister Agnes! Sister Agnes! Sister Agnes! Sister Agnes! Why have you left your devotions? They were watching Father Grandier. We wanted to see the funeral procession of Monsieur Saint-Marc, Reverend Mother. Satan is ever ready to seduce us with sensual delights. Voilà. Oui. Ah, le père Grandier. Phaser BG, Oh là quoi. là. L'homme le plus beau du monde. À vous de juger, mais. Alors, qu'est-ce que c'est que ce film ? Eh ben, c'est donc Les Diables de Ken Russell, sorti en 71. Film culte pour beaucoup, notamment pour Mandico. Moi, c'est comme ça que j'avais. Comme c'est étonnant. Il a atterri sur ma liste de trucs à voir. Alors, Les Diables, c'est donc un film sorti en 71. C'est une commande, en fait. C'est un film de commande. Parce qu'il faut savoir que dans les années 60-65, il y a eu à Broadway une pièce de théâtre sur ce thème-là qui a fait énorme scandale. Et donc la production, les boîtes de prod se sont dit, ah tiens, si on faisait une adaptation cinématographique. Ils l'ont confié à Ken Russell, qui est un Anglais, un réalisateur qui a eu vraiment son heure de gloire dans les années 70. Et il sort d'un film qui s'appelle, je me souviens plus, Woman machin truc, In Love, ou un truc comme ça. Love, Woman in Love. Ouais, Woman in Love, qui a été un grand succès dans tous les Oscars et compagnie. Donc, c'est un film qui est d'après un livre d'Aldous Huxley, que vous connaissez peut-être. Oui, le meilleur des mondes. Exactement. Qui s'appelle Les Diables de Loudun, qui est un livre sorti en 52 et qui revient sur une histoire qui s'est passée donc, à Loudun, petite commune de France, au XVIIe siècle. Alors, je vais vous donner le casting d'abord. Donc, on retrouve dans ce film, pas n'importe qui, parce qu'on retrouve notamment Vanessa Redgrave, qui joue Sœur Jeanne. Vanessa Redgrave, on l'avait vu dans Blow Up, notamment d'Antonioni, grande actrice, et qui dit que c'est son film préféré dans sa filmographie. Il y a aussi Urbain Grandier, l'homme sublime, qui est joué par Oliver Reed, qui est un peu l'acteur fétiche de Ken Russell. Ouais. Je cite aussi le père Barré, qui est joué par Michael Gothard, que j'adore, en tout cas dans ce film, il est vraiment incroyable. Une espèce de Klaus Kinski, années 70, rocker à 16 heures perdues, je pense. Oui, qui est sorti direct de Woodstock. Oui, exactement. Qui a mis une soutane, et puis c'est parti. Et le baron de Laubardemont, qui est joué par Dudley Sutton. Et le prêtre mignon, t'as son nom Ah non. Non, The Father Mignon. Father Mignon. Je vous laisserai checker. Désolée. Je vais mettre mes devoirs, mais à moitié. Pourquoi ce film a fait grand bruit ? C'est parce que déjà, c'est un film très étrange, très, très mis en scène et très baroque, on va dire. Et très extrême hein, dans la façon dont il parle il traite son histoire. Et c'est aussi parce que quand il est sorti, il a été vachement soumis à la censure. On a eu la Director's Cut uniquement en 2001. Et encore, il y a des morceaux qui ont été perdus. Quand il est sorti, donc, il a été classé comme X aux États-Unis et en Angleterre. Il faut savoir que la Finlande a interdit ce film jusqu'en 2001. Ah ouais, quand même. Les Finnois ont un problème avec les diables. J'allais dire, ils sont pas spécialement visés, quoi. Ken Russell dit que de ce film que c'est son film le plus, en réalité, son seul film politique. Donc il y a vraiment une volonté d'avoir un discours. C'est vrai et c'est pas vrai, je trouve. Mais bon, on en reparlera. On aura l'occasion de reparler de Ken Russell. Ouais. Alors, il y a aussi une personne que j'aimerais nommer par rapport à ce film, c'est la personne qui fait les décors, parce que c'est son premier film. Et les décors sont quand même délirants. Chapeau. Premier film. Ouais. Derek Jarman, qui se lance dans une espèce de délire total. Moi, ça m'a fait vachement penser au Roi et l'Oiseau. Oui, grave. C'est vraiment du carton-pâte. On se croirait dans une miniature. On se croirait aussi dans des endroits où on dirait un peu des stations de métro. Oui, parce qu'il y a une piscine municipale, le couvent des sœurs, cloître. oui, exactement. Ouais. Il y a vraiment plein d'espaces qui sont créés grâce aux décors qui sont très très forts. Sans parler aussi des costumes. Enfin bref, alors là, les costumes, il y en a... régalade.
à boire et à manger. Ouais. D'ailleurs, le film commence. Ouais. Vous prendrez un peu de costume avec votre costume. Ouais. D'ailleurs, le film s'ouvre sur une scène de théâtre pure et dure, où ça reprend la naissance de Vénus avec quasiment que des hommes. C'est Broadway, quoi. Ouais, et notamment un homme central qui est Vénus, qui est en fait le roi de France, Louis XIII, entouré de ses mignons. Film queer par excellence. Hein. Ouais. Donc en gros, on comprend qu'on est au XVIIe siècle. C'est ça, oui, XVIIe siècle. Et donc, on est avec Louis XIII. Et en gros, c'est toujours la guerre entre les catholiques et les protestants. Et il y a le Richelieu qui est présent, le cardinal. Qui a une... qui a un costume pas possible. Ouais. Quoi. Alors, il n'y a pas François Civil. Hein. Spoiler alert, il n'est pas là. On a beau le chercher. Grâce à Dieu, on ne les a pas là. Donc, voilà. Et on comprend qu'en fait, il y a une ville, Loudun, qui est un peu en autogestion et dans laquelle il y a des catholiques, mais qui sont plus tolérants que dans le reste de la France et qui s'érigent un peu comme les ennemis politiques, enfin en tout cas l'ennemi politique pour grandir, de Richelieu et toute sa clique. C'est celui que j'appelais le curé de gauche. Oui, voilà. Je ne dirais pas jusque-là, mais Voilà. ouais, c'est, je sais pas, c'est une espèce d'anard un peu étrange. Ah ouais, c'est un libertarien un peu, quoi. Ouais, exactement. Bon, de gauche à libertarien. Bon, il est quand même très sectaire. Hein. Ouais. Enfin, c'est un peu pour lui. Il aime bien les murs et tout quand même aussi. Hein. Oui. Ouais. Il aime beaucoup les murs. Et donc, on rencontre Grandier, qui est vraiment le BG. Qui donc est un peu à la tête de Loudun et qui, on comprend, crée chez les femmes, en tout cas chez les Ursulines, qui sont aussi présentes dans leur petit cloître, des fantasmes inavouables. Notamment chez Sœur Jeanne, qui est complètement frappadingue de Grandier. De frappadingue tout court. Hein. Oui. Et de Grandier. C'est-à-dire qu'elle fait des rêves où elle assimile Grandier à Jesus Christ, marchant sur l'eau, et elle lui fait des trucs pas très catholiques. Elle lui lèche ses plaies. Alors, elle lui lèche ses plaies, elle vibre au contact de son corps, à moitié parce que c'est l'extase au sens pur, quoi. D'ailleurs, c'est des scènes que je trouve extrêmement réussies. C'est celles qui ont créé le plus de scandales. Parce que là, parce que c'est on très arrive BDSM dur, aussi en plus après. Oui. Ah bah oui. La scène du Christ qui se décroche de sa croix et qui se fait lécher les plaies. Mais ça, quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est sûr que ça fait scandale, mais du coup, tu confirmes effectivement. Ah bah là, fort. Hein. Il faut dire quand même que l'abbé Grandier, c'est pas juste un BG, c'est aussi un énorme connard. Parce qu'il met des jeunes filles enceintes pour mieux les abandonner. Sans aucun souci, là il n'y a pas la foi, quoi. Oui. Et donc, patatras, qu'est-ce qui se passe pour Grandier ? Il tombe amoureux, mais de l'amour pur. Donc il s'amourage d'une jeune fille, et ça va créer chez Sœur Jeanne une jalousie féroce, ce qui fait qu'elle va, en gros, s'acoquiner avec les ennemis politiques de Grandier pour dire qu'en fait c'est le diable qui est là et tout ça. Et donc évidemment, c'est tordu parce que elle-même dit qu'elle est possédée, qu'elle a été possédée à cause de Grandier, et que les petites Ursulines sont aussi possédées, ce qui donne lieu à des séquences de sabbat, c'est incroyable. Délirant. C'est-à-dire que, moi, j'avais jamais vu ça. C'est incroyable. Ah oui, on pousse le curseur. En fait, on passe du noir et blanc des tuniques et des carrelages et de la ville à d'un seul coup le rouge partout, les seins partout, le sexe poussé à outrance. Enfin, c'est du délire. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais pas trop. Après ça, c'est compliqué de rebondir, hein, Camille. Oui, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, le film est un peu compliqué à dire, il faut à expliquer, il faut le dire. Non, mais t'as à la fois une intrigue politique, une intrigue liée à la religion catholique. C'est un peu compliqué. En gros, les personnages sont des archétypes. Pour simplifier, Grandier, c'est l'homme d'église qui en fait renie tous ses vœux pour son enrichissement personnel et son plaisir personnel, etc. Mais là où il devient un peu plus sympathique et où en fait ça devient un vrai héros, c'est que c'est un homme qui accepte son statut de pécheur, ce qui potentiellement le rapproche en vrai de Dieu. Oui. Voilà. Par rapport à Sœur Jeanne, qui elle est une femme qui est dans la frustration absolue de son désir sexuel, amoureux, enfin bref, de toutes ses pulsions, et qui
en fait, c'est là où le diable se niche aussi. Avec en plus la question politique qui s'ajoute là-dessus, d'intolérance, parce que évidemment c'est la lutte pour une église qui n'est en fait qu'une institution politique et rien de plus. Voilà, parce que ce que tu qui est peut-être parce que déjà tu as réussi à résumer à peu près l'intrigue du film, qui est extrêmement compliqué. Mais le seul élément que j'ajouterais, c'est que on comprend en parallèle que Richelieu à l'époque lui a pour projet alors, j'ai pas exactement compris quoi, mais il a pour projet de faire tomber le mur de Loudun, qui est une ville fortifiée, parce qu'il veut exercer un contrôle politique, militaire, on sait pas très bien, sur cette ville-là, et économique sur cette ville-là. Et donc, le fait que cette ville soit en autogestion, comme tu le disais, ça lui pose problème. Exactement. Et donc, il devient effectivement de fait un ennemi politique du roi de France et de Richelieu, et c'est ça qui cause sa perte, quoi. Ça se catalyse avec l'histoire. Et c'est là où l'arbitraire est permanent, parce qu'on est censé parler donc du diable, donc du bien et du mal, qui sont quand même des camps très très clairs. Et en fait, chaque personne qui se réclame du bien et qui arrive à Loudun pour solutionner, exorciser et tout ça, on se rend compte que ce ne sont que des personnes qui se sont auto-proclamés chasseurs de sorcières, qui sont en fait des personnes extrêmement violentes, parce que les scènes de torture, elles sont bien crades aussi. Et boostées par l'intérêt personnel aussi, plus quoi en fait. Il n'y a que ça qui reste finalement. Exactement. Et donc c'est qu'est-ce qu'on dit ? C'est pas un plaidoyer, mais c'est le contraire. C'est un pamphlet. Un pamphlet, c'est ça le terme. Un pamphlet, évidemment, contre l'Église comme institution politique, mais contre tout rapport de pouvoir. Et en plus, c'est extrêmement hardcore, de la façon dont c'est montré. Mais ça, c'est trop bien géré dans le film, parce que c'est super baroque. Moi, ça m'a fait penser à... T'as présenté déjà des films un peu dans le même genre... celui avec la cuisine, là. Ah oui, The Cook, The Thief. Ouais. Moi, ça m'a fait pas mal penser aussi à Phantom of the Paradise de De Palma. C'est le côté baroque. Ouais. Et relecture d'un... Ouais. Mais je sais plus où je voulais en venir en plus. Tu disais que c'était très baroque et qu'elle en avait présenté beaucoup comme ça. Oui, et que en fait, le contraste est d'autant plus violent parce que ça prête quand même à rire, ou en tout cas en avoir plein la gueule, être en mode waouh, et en même temps il se passe quand même des trucs qui sont atroces. Et le film aborde et montre et met en scène des choses genre très graves et qui peuvent choquer à fond. Et moi, en vrai, la scène de fin, elle m'a un peu trauma, parce que d'un seul coup tu passes d'un film sur les 2/3 où en vrai tu rigoles et il y en a dans tous les sens et il y a des trucs horribles qui se passent, mais globalement c'est vraiment la folie visuelle et tout quoi, à quelque chose de beaucoup plus violent, beaucoup plus concret et beaucoup plus réaliste, avec ce plan de fin qui est genre glaçant. Je vous le spoil pas pour l'instant. Moi je rebondis sur ce que tu dis, mais moi je dirais que le film a ce côté un peu amusant dès lors que les Ursulines sont dans la folie et qu'il y a ces scènes de sabbat, qu'il y a Barré qui arrive, qui est complètement jeté, quoi. Enfin, je veux dire, le type... En plus, ce qui est assez intelligent, c'est qu'il est un peu ridiculisé, parce qu'il fait toutes ces cérémonies, je sais pas comment on dit, cérémonies d'exorcisme. Il fait tous ces exorcismes en français. Enfin, c'est censé se passer en France, donc en français, mais en langue, je veux dire, en langue populaire, alors que il devrait le faire en latin. Et d'ailleurs, on lui fait remarquer un moment quand on lui dit, mec. Mais tout le monde se fout de sa gueule. On lui file une fausse relique à un moment pour exorciser. Et donc, en fait, il est un peu ridiculisé. Le film prend une tournure un peu burlesque, grotesque dans ces scènes-là. Et en fait, il y a une rupture hyper violente qui s'opère au moment où Grandier est arrêté. Et là, c'est fini, là, le film vrille complètement, et où en fait, on te montre un type qui confesse une partie de ses péché, je suis désolé, je parle comme un évangéliste, mais c'est pas le but, mais qui assume une partie des fautes qu'on lui, une partie des fautes dont on l'accuse, mais qui en même temps a peur, se montre humain. Et moi, la scène qui me traumatise, c'est la scène où on lui coupe les cheveux et où on le rase, où on le tond, et où il demande à être vu, à se regarder dans un miroir pendant que ça... pour se dire au revoir, quoi. Et je trouve que là, le film, il y a une espèce de
virage qui est pris. Et là, le film m'attrape, m'a complètement serré le cœur. Ouais, quoi. je Je suis trouve d'accord. qu'après, ce qui se passe est extrêmement dur. Alors que énormément de scènes de violence. Bon, il y a beaucoup de violence qui est montrée, mais il y en a beaucoup qui est hors champ aussi par rapport à l'atrocité de ce qu'on te montre. Et voilà. Et donc, moi, c'est un film qui m'a un peu retourné, je dois le dire. Alors que j'étais parti pour me taper une franche barre au début. Lola, toi, t'as aimé ? Je sais pas si j'ai aimé. C'est un film assez atroce, hein. Camille, tu en parles très bien. Je rebondis sur les décors. Moi, c'est l'espace, cette ville de Loudun, telle qu'elle est représentée dans le film. On a sans arrêt l'impression d'être dans l'imaginaire d'une personne folle. Oui. C'est assez incroyable. Je savais pas que c'était son premier c'est incroyable. taf en tant que chef déco. Mais et puis c'est que du studio. Complètement transformé. C'est fou. Moi, ça n'a rien de réel. La ville de Loudun existe vraiment et pourtant, bon, il en reste pas grand-chose. Mais voilà. Après, est-ce que j'ai aimé ? Il y a beaucoup de choses assez incroyables dans le film. Encore une fois, peut-être en parallèle avec Black Death, j'ai eu un peu de mal à savoir quelle partie on devait prendre, parce que encore une fois, je trouve que la foi est très violentée et voilà, je sais pas, j'ai beaucoup d'interrogations par rapport à ça. Pourquoi les diables au pluriel ? Parce qu'ils le sont. Sœurs ils le sont Et puis tous, ils le sont Oui, tous. tout le monde, ça, en fait. donc il n'y a pas de partie à prendre. Non, Ok. Non. Voilà, c'était mes interrogations, mais Et puis il faut dire que c'est d'après une vraie histoire, Ouais, bien sûr. qui s'est vraiment passé. Oui, d'un vrai fait historique. Ouais. Oui, mais c'est compliqué de se positionner par rapport à ce fait historique où en fait personne n'a les fesses propres. Ils sont tous monstrueux. C'est voilà. Mais par contre, l'image est sublime et vraiment les décors. Je trouve que c'est ça qui fait très très peur dans le film. C'est vraiment, moi je trouve que l'espace est traumatisant. Sa pièce à Grandier, je sais pas, sa chambre, je ne sais pas ce que c'est. Avec les statues en colimaçon et tout là. Mais par contre, l'église en sous-sol, elle est trop bien, moi je trouve. Ce qui est intéressant, je rebondis sur ce que tu dis, mais tu as raison. C'est très compliqué de se positionner par rapport à un fait historique comme ça. C'est-à-dire que t'imagines très bien, et c'est montré dans le film, que le personnage d'Urbain Grandier, c'est un type qui était probablement un sale type, mais tu comprends aussi que c'était un type qui était un peu populaire, en tout cas qui avait un lien avec sa communauté. Un lien avec sa communauté et tout ça. Et ce que je trouve intéressant dans un fait historique comme ça, duquel tu dis que personne ne sort avec les fesses propres, et tu as raison, tu vois. Mais ce qui est intéressant, c'est le parti pris de Ken Russell là-dedans, et c'est d'essayer de te montrer, alors avec un biais de regard, mais en tout cas d'essayer de ressortir des humains là-dedans. Et je trouve qu'il y arrive avec le personnage de Grandier. De Grandier, mais qui est le personnage masculin principal, et alors que les Ursulines passent pour simplement des hystériques pendant tout le film. Et est-ce qu'elles étaient toutes folles, ou est-ce que Sœur Jeanne était... tu vois, il y a quelque chose qui me dérange un peu là-dedans. Alors, le truc, c'est que ce qu'on sait apparemment d'un point de vue historique, et ce qui est montré aussi beaucoup dans le film, c'est qu'en fait, tout n'est que rôle social. C'est-à-dire que les Ursulines n'ont pas fait vœu, tu vois, de je ne sais pas comment on dit, pas de chasteté, mais enfin n'ont pas donné leur vie à Dieu par choix. En fait, on comprend que ce ne sont que parce qu'elles sont laides, elles sont obligées ou avec un handicap physique, qui le dit à un moment, exactement, qu'elles sont obligées en fait d'être nonnes parce qu'elles ne peuvent pas être mariées. Tu vois, enfin, et donc il y a en fait cette idée que ce ne sont que des compositions sociales qui évidemment heurtent leur désir personnel et qui rendent fous en fait. Enfin, c'est comme si tu avais un asile en fait. Tu vois, c'est exactement la même chose. Oui, mais ça interroge sur l'hystérie collective. Est-ce que c'est quelque chose qui existe vraiment ? Est-ce que c'est, tu vois, au moment de l'Inquisition, c'est vrai qu'il y a des, tu vois, de toute façon, il y a des trucs qui sont objectivement fous. Enfin, cette idée là parce que tous les supplices sont réels. C'est vraiment comme ça qu'il a été torturé et tout ça. Cette idée que pour savoir si tu as la marque
marque du diable, c'est en fait on te pique à plein d'endroits jusqu'à ce que tu ne réagisses plus ou que tu ne saignes pas. Et là, on considère que t'es possédé. Enfin, c'est de la folie pure et dure, tu vois. Et ça a été utilisé, on le sait dans l'histoire, de façon complètement folle. Mais en plus, c'est bien aussi, là, tu parlais de biais sur la représentation, mais justement, moi, je trouve que j'aime beaucoup le parti pris d'assumer complètement qu'on va représenter de manière complètement loufoque ou différente un fait historique. Je trouve ça beaucoup mieux que d'essayer de le représenter de façon réaliste, un peu comme dans Black Death, justement. Oui. Genre là, j'adhère beaucoup plus à la crédibilité de l'univers. Mais je trouve pas que ça fasse loufoque, moi. Enfin, justement, ce côté fou, je trouve qu'il a quelque chose de réel qui est très inquiétant. Oui, ça renforce encore plus. Non, mais peut-être par les décors et par, tu vois, et par les costumes qui sont un peu anachroniques. L'espace n'est pas réel, mais c'est vrai que c'est de l'hystérisation, tu vois, d'une situation, en fait. Enfin, c'est des moments où tout le monde est sur le qui-vive et dans un rapport de surexcitation. Tu vois, parce que je me demande ce qui, dans l'histoire réelle, a poussé toutes ces nonnes à suivre Sœur Jeanne et à la défendre. Et à, tu vois, qu'est-ce qui les a poussées à, d'un seul coup, toutes dénoncer Grandier comme... c'est les croyances aussi. C'est, tu vois, la croyance en ce diable qui flatte tous tes bas instincts à partir du moment où tu peut pas les exprimer, tu vois. Et la pression sociale, parce que si elle ne dénonce pas aussi, c'est pareil. Faut qu'elles suivent ce que l'Église leur demande, en fait. Quoi. Et puis peut-être que Grandier, on ne sait pas, parce que nous, la documentation objective sur laquelle on se base, c'est la page Wikipédia. Donc évidemment, c'est tout à fait limité, mais on ne sait pas de quel sévice ou de quelles agressions Grandier s'est lui-même rendu coupable auprès de ces dites nonnes. Dans le film, on comprend qu'il est accusé alors qu'il les a jamais vus et qu'il a jamais croisé le regard de la sœur Jeanne avant de la voir à son procès ou avant de débarquer pendant le sabbat, la scène de sabbat. Mais évidemment, on ne sait pas si tous ces faits-là sont les faits réels. Mais ce que je trouve, en tout cas, intéressant là-dedans, dans le film tel qu'il est, c'est d'en faire vraiment quelque chose. Enfin, tu vois, de dire, bon, je m'engage là-dedans, je sais pas, c'est pas grave, mais j'y vais. Et là, pour le coup... il faut voir ce film. Moi, je recruterais bien plusieurs personnages du film pour former un groupe de rock chrétien. Je pense qu'il y a un truc à faire. Je pense qu'ils ont 95 ans. Je pense qu'ils sont vieux ou morts maintenant. Zut alors. Le bordel. Et puis c'est un film qui a influencé beaucoup de gens. Genre, ça se voit. Enfin, je pense dans la mise en scène de la... Non. Non, ça c'était Black Death. Lui, c'était Black Death. Pour moi, ça dégage, là, c'est bon, merci, au revoir. On a dit la peste brune, c'est fini. Ouais, ça dégage. Non, mais je pense qu'au niveau du cinéma, tu vois, ça. Bon, je reviens encore à Benedetta, elle m'a fait une référence 4 fois dans le truc, mais vraiment, je trouve qu'il y a des similitudes. Ok. Notamment sur la ville qui est fermée comme ça. Ouais, non, mais je vois très bien. Du coup aussi. Je vois très bien les similitudes avec Benedetta et il faudra qu'on en parle un jour. Mais bon, c'est pas demain la veille qu'on va refaire un film en costume. Puis sur la religion, on commence à en avoir ras-le-bol. D'ailleurs, vous ne le voyez pas, mais on est évidemment costumé. Oui. Bien sûr. C'est Léo est en cotte de maille en face de moi. Thomas a mis sa plus belle soutane. La robe de bure. Et je bois de l'eau bénite. Et il n'a pas mis de slip également. Tu mets jamais de slip sous ta soutane. Hein. Enfin, c'est comme ça. Hein. Quelle horreur. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Il est en face de moi. Oui, c'était en Écosse. Ça il est à côté de moi. Mais moi, il est en face, je vois tout. Là. Très bien. Celui qui a mis un slip et qu'en a marre de nous entendre, c'est Brice. Il veut qu'on passe à la suite. Brice, je vais t'accorder le passage au dernier film de la sélection de ce soir, qui est le film que j'ai sélectionné. Eh bien, moi, je vais vous parler du Vourdalak, le Vourdalak, réalisé par Adrien Beau. Mais c'est insensé. Comment avez-vous pu le laisser faire? À son âge, dans son état?
Où est-il allé? Dans quelle direction? Qu'a-t-il dit? Mes enfants. Je pars. Attendez-moi 6 jours. Si au terme de ces 6 jours je ne suis pas revenue, dites une prière à ma mémoire, car alors je serai tuée au combat. Mais si jamais, ce dont Dieu vous garde, je revenais après ces 6 jours révolus, je vous ordonne d'oublier que j'étais votre père et de ne point me laisser entrer, quoi que je puisse dire ou faire, car alors, je ne serai plus qu'un maudit Vourdalak. Et voilà. Et voilà. Et le Molière est attribué à... On essaye de... Vous savez, moi, je vais vous dire, je vais être honnête avec vous ce soir, après ce second tour. J'essaye de tirer ce podcast vers le haut. Ce podcast. Est-ce que c'est les podcasts et je suis systématiquement rabaissé par une notre bande débilité. de rigolards, là. Et de rigolards. Les fanfarons. Les Mon Dieu. troubadours. Bon, Tout moi, ça parce qu'on a des gaz. je vais essayer de... Moi, j'en ai pas. Brice, envoie, Je vous le dis tout de envoie suite, le je me générique. décide. C'est le générique de fin. Là. On se barre, moi je remballe tout. Tu ranges les micros là. Et la viole de Gand. Et ta mandoline là. Et puis enlève-moi je sais pas, ce chapeau à clochette que t'as mis là. C'est ridicule. Tout ce podcast était une erreur. Bon, je vais essayer de vous parler du Vourdalak. Donc, le Vourdalak, c'est un film français, comme vous l'avez entendu, réalisé par Adrien Beau, sorti en 2023, donc c'est tout à fait récent, tourné en 16 mm. C'est pas vrai. Eh ben, je te jure, pour un budget d'un peu moins d'1 million d'euros. C'est un film adapté de la nouvelle La famille du Vourdalak, publiée en 1884 par Alexis Konstantinovitch Tolstoï, le cousin éloigné à Léon. Et au casting, on retrouve Ariane Labed, qui joue Zdenka. Alors, Ariane Labed, c'est une actrice franco-grecque, qui est d'ailleurs, en parallèle, je le précise, c'est important, l'épouse d'un certain Yorgos Lanthimos, et qu'elle a rencontré sur le tournage probablement de ses premiers films, enfin d'un de ses premiers films qui était Alps. Donc on la retrouve également dans The Lobster. Mais c'est une actrice qui a également collaboré avec pas mal de réalisateurs célèbres. Elle était dans Before Midnight, donc elle a collaboré avec Linklater pour l'occasion. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour cette actrice qui a au préalable une formation et une carrière de danseuse. On retrouve également Casey Motet-Klein, ou Motet-Klein, je ne sais pas comment on dit, l'adore, qui joue le marquis Jacques-Antoine Saturnin d'Urfé. Donc 25 ans et déjà une sacrée filmo. Je vous enjoins à aller voir sur Wikipédia parce que je ne vais pas faire la liste. Moi, j'avais bien aimé Quand on a 17 ans de Téchiné. Oui, de Téchiné. Il est vachement bien dedans. Ouais, il est dans, effectivement, Quand on a 17 ans. On retrouve Grégoire Collin qui joue Yegor. Alors lui qui est un acteur fidèle de Claire Denis, avec laquelle il a tourné déjà 9 fois. Vassili Schneider qui joue Piotr, qui est le frère de Niels Schneider. Et son sosie. Et son sosie. Niels Schneider qu'on avait notamment connu dans l'excellent Diamant Noir. Vassili n'a pas la même carrière. Des plus jeunes. Et donc, on retrouve aussi également une actrice qui n'a pas de carrière, en tout cas, pas que je connaisse, mais qui est Claire Duburc, qui joue le personnage d'Anya. On note aussi également la collaboration, la participation d'Adrien Beau au casting, puisque c'est lui qui joue Gorcha et qui fait donc la voix du Vourdalak. Voilà, voilà. Sacrée voix en plus. Hein. C'est un scénario original, enfin basé sur l'œuvre d'Alexis Tolstoï, mais réécrit par Adrien Beau et son collaborateur Adrien Bouvier, avec une photographie que je trouve particulièrement sublime. Donc je signale David Chisalet qui était à la photo.
Adrien Beau, c'est donc un artiste plasticien, réalisateur français, qui a préalablement eu une carrière de styliste au cours de laquelle il a travaillé pour des noms comme John Galliano ou Christian Dior. Le Vourdalak, c'est son premier long métrage et lui-même se définit comme étant un passionné de vampires, de fantastique, et il aurait découvert, de ce qu'il raconte, la nouvelle de Tolstoï, Alexis Paléon, par hasard à l'adolescence dans un recueil de nouvelles. Le film raconte l'histoire du jeune marquis Jacques-Antoine Saturnin d'Urfé, un nobliau de la cour du roi de France, envoyé comme émissaire en Europe de l'Est. La tronche aussi enfarinée que les narines de Frédéric Becbédé, un soir de la Wheel of Green, et le charisme d'une endive gratinée au jambon le conduisent, l'ami Jacouille, à se faire détrousser par des brigands. Il a réussi à le calmer. On le comprendra au cours d'un expéditif prologue. Sur les conseils avisés d'un aubergiste, notre protagoniste demande la pitance et le gîte à la famille du vieux Gorcha. Alors, à son arrivée dans la demeure, l'ambiance n'est pas à la fête. Le vieux est parti au combat, tandis que l'attendent anxieux ses 3 enfants. Alors, il y a Yegor, l'aîné, accompagné de son épouse Anya et de son fils Vlad. Zdenka, célibataire, indépendante, forte, excentrique, et donc prise pour une folle. Et Piotr, le cadet, introverti, sensible, efféminé, incapable d'exécuter son chien sans s'émouvoir, et donc raillé. Avant son départ, Gorcha a déclaré à toute sa famille, de manière tout à fait solennelle, que s'il n'est pas revenu au bout de 6 jours, il ne faudra pas l'attendre pour le dessert et le considérer mort. Et si, de retour quand même, mais après l'heure du check-in, méfiance. Il sera probablement changé en Vourdalak. Je vous ai passé l'extrait. Ouais. Bon, alors, il faut croire qu'il s'est porté l'œil, car juste après l'heure réglementaire, Gorcha réapparaît mystérieusement, mais il a mauvaise mine. Il est en effet devenu une marionnette. Non, un Vourdalak, une sorte de créature sans vie, assoiffée de sang, alors du sang de ses enfants, qui l'affaiblit, tourmente et tue. Une sorte de version terroir du vampire, une sorte de patriarche incestueux, plus avide de domination que de coups de vierge. Je t'ai fait, je peux te défaire. Voilà la satisfaction du pater familias lorsqu'il abat d'une balle dans l'œil son fils rebelle, lorsqu'il dévore la chair du plus soumis. Le Vourdalak, c'est l'incarnation, ou plutôt la décarnation, d'un patriarcat qui refuse de disparaître d'une haine de l'autre, nourrie par la misère. Et pour ça, merci Adrien Beau, merci d'avoir fait ce grotesque pantin dont tu tires les ficelles, et non, d'en avoir fait ce grotesque pantin dont tu tires les ficelles, et non une bouillie numérique des meilleurs CGI. Merci de te prêter, toi et tes acteurs et tes actrices, à l'exercice périlleux de l'équilibre entre l'horreur gothique et la comédie macabre. Ce sujet est si important et sérieux qu'il avait besoin de son conte que l'on pourra raconter à nos enfants. Le film est donc, je le disais, basé sur la courte nouvelle La famille du Vourdalak, publiée à titre posthume, donc par Alexis Tolstoï, mais prend un certain nombre de libertés par rapport à l'œuvre originale en étoffant les personnages de Piotr et de Zdenka notamment, a priori, eux, peu développés dans la nouvelle éponyme. Personnages qui ne soupçonnent pas la nature maléfique de leur père. Mention spéciale pour le personnage de Piotr, qui a été particulièrement étoffé, car Adrien Beau insiste bien dessus dans les interviews. C'était donc originellement un personnage efféminé et couard, qui est le seul personnage finalement dans le film à commettre un réel acte de bravoure. Je précise également un rapport tout particulier que Adrien Beau, le réalisateur, entretient avec la marionnette, objet qu'il a déjà utilisé dans nombre de ses créations, ses précédents courts-métrages, qu'il a façonné et animé au cours du tournage pour l'occasion, rappelant sans cesse la matérialité dérangeante d'un cadavre que seul un objet peut charrier. Voilà, donc vous l'aurez compris, moi j'ai adoré ce film, j'ai adoré cette proposition, j'ai adoré son ambition et sa modestie à la fois. C'est un film que je recommande, ça dure 1h30, franchement, il faut y aller. Voilà. Bravo. Drop the mic. Non, mais je sais pas ce que vous en avez pensé. Je sais que les avis étaient un peu divisés. Mais... Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je n'avais pas tous les éléments de création. Et c'est vrai que moi, directement, j'ai aimé le fait que la créature, cette marionnette, soit présente dès le début. Ce personnage soit directement le monstre. Et qu'on s'en accommode assez facilement, en fait. Enfin, ça choque personne à part le marquis.
le père, là, le patriarche, il est comme ça depuis longtemps, on imagine. Enfin, son apparence, en tout cas. Et ouais, moi, j'ai trouvé ça drôle et un peu dérangeant. Dérangeant. Il y a une scène de sexe à la fin qui est géniale. J'ai fait un petit screenshot. Qui est bien trash. Oula. Je vous montrerai après. Ça, c'est bizarre, par contre, mais bon. Pour la miniature YouTube. Oui, bien sûr. Pour le travail. Non, moi, je trouve ça chouette qu'on fasse des films français comme ça, contrairement aux Visiteurs que tu as cités. Ouais. On a fait le prendre ce soir quand même. Ça n'arrive pas au niveau des Visiteurs. Bah, compliqué. Mais le NFP a gagné, on va pas commencer à parler des Visiteurs quand même. À un moment donné, bon, on se respecte. Il n'y a pas de moment pour en parler. Ou pour ne pas en parler, plutôt. Il y aura un épisode dédié traumatisme Christian Clavier, je crois. Tu voulais le teaser. Non, écoutez, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Non, mais ouais, c'est un film qui a beaucoup divisé la critique et j'avoue que j'étais assez agréablement surprise du résultat. C'est quelque chose d'assez inattendu. On voit pas ça, en fait. Enfin, là, dans le cinéma contemporain français, fallait oser faire ce film avec très peu de budget, comme tu l'as dit. Et parce que je rappelle que 700 000 euros pour faire un film, c'est que dalle, en fait. Et c'est... Ouais, moi, je trouve que ça se tient, je trouve que c'est crédible, je trouve que c'est drôle, et en même temps, les effets, enfin, les moments qui sont faits pour faire un peu peur font un peu peur. Il n'y a pas trop de prétention à vouloir tomber dans un truc, un mode Dracula, tu vois. Enfin, et je connaissais pas l'histoire du Vourdalak. Je crois que c'est un mot roumain à la base, alors qui se prononce pas exactement comme ça, mais qui est hyper intéressant à revisiter dans nos contrées. Dans nos contrées françaises. Pour faire du vampire sans dire vampire, c'est très cool. Moi, je suis content que tu aies bien aimé. Je pensais que tu n'aimerais pas. Et bah, tu vois, je suis content. Et non, mais il n'avait pas de croc, mais... non, mais ce qui est mais j'aime bien. Ce qui est intéressant avec le Vourdalak, c'est que c'est une espèce de contre-proposition au film de vampire sexy glamour qu'on a l'habitude de voir, en fait. Ouais, c'est un peu un doigt d'honneur à Dracula. Moi, je trouvais ça assez intéressant. C'est particulièrement une créature qui a la particularité de s'attaquer, de dévorer les siens, en fait, ses proches. Donc c'est assez lourd de sens, quoi. Et puis c'est génial de proposer ce personnage. On te l'annonce en mode on espère qu'il ne sera pas devenu un répugnant Vourdalak. Et en fait, c'est déjà un être répugnant qui fait ultra peur. On le voit, il y a des plans sur ses doigts, sur ses mains. Et on se dit, mais quelqu'un va hurler, va dire oh mon Dieu. Et en fait, c'est son qu'est-ce qui se apparence passe ? Et en fait, c'est tranquille. Et je trouvais ça assez chouette que ce personnage soit comme ça directement, en fait. Ouais. Bah, même. Sur le côté anti-vampire, même sur tout ce qui s'accompagne, il y a beaucoup de plans très organiques sur des fluides corporels, des mouches qui tournent autour, la décrépitude, la moisissure, des bruits. Le bruit moi j'adore le bruit de la succion du tissu. Oui. C'est un truc, c'est horrible. Et oui, ça casse ce côté romantique du vampire à 100%. Ouais. Moi j'ai des petites réserves, mais c'est juste assez perso, c'est pas trop... le genre de film qui me botte et j'ai eu du mal à rentrer dans l'univers, j'avoue. Bah, c'est assez étrange en même temps. C'est assez quand étrange. T'es pas habitué, c'est déstabilisant. J'ai eu un peu de mal. J'ai même adoré le côté fait maison de Mandico, mais là j'ai du mal. Là j'ai du mal, j'ai l'impression qu'il y a du gras sur l'objectif tout le temps. Un peu de jambon. J'ai aussi du mal avec la direction d'acteurs et d'actrices et j'ai un peu du mal avec la façon dont sont joués les personnages. J'ai du mal avec les costumes aussi. Je trouve que c'est pas... Je comprends ce qui a voulu être fait sur le côté un peu burlesque justement et tout, mais je sais pas. Moi j'ai un peu de mal avec les costumes en mode full exotisme. Tu vois, 19e siècle. Oui, mais c'est intéressant parce que c'est exactement les deux bords des critiques, tu vois, qu'on exprime là. Donc, je pense que c'est bien que mais en même temps, toi, t'es pas trop accroché à ce truc-là parce que c'est mais ce vous qui m'avez a un peu repoussé convaincu des gens. aussi. Genre sur le fait que c'est un film qui dure 1h30, c'est un premier film et en plus c'est pas des objets filmiques qu'on a l'habitude de voir dans les productions
française. Moi, franchement, vous m'avez convaincu aussi, quoi. Mais je suis un rageux, c'est tout. Non, mais c'est marrant la critique que tu adresses au film, que moi je pourrais faire et que je pense avoir fait à un moment donné, mais très vite j'ai été emporté par autre chose dans le film, qui est celle de reprocher la direction d'acteur. Et en fait, c'est marrant, moi ça me gênait au début, puis après ça a arrêté de me gêner. Et j'ai Adrien Beau, il s'en défend quand tu l'écoutes en interview. Lui a une approche du cinéma qui est un peu celle-ci, en fait. C'est-à-dire qu'il considère qu'un acteur... Alors, j'ai pas envie de le misquote, voilà. Mais j'ai cru comprendre qu'en tout cas, lui considérait qu'un acteur, c'est quelqu'un qui ne devait pas mentir et qui ne devait pas, notamment, mentir sur le côté acteur de sa performance. D'accord, ok. Rester dans la Ok. Et en fait, c'est marrant, je trouve que c'est un truc qui s'exprime dans le film. Ça pourrait être un peu con comme argument, mais dans la mesure où il te propose une créature qui est littéralement une marionnette, qui est filmée de près, je trouve la démarche... Ça explique le côté théâtre. Cohérente, ouais, et le petit côté théâtre filmé que peut avoir le film de temps en temps. Mais d'ailleurs, je trouve ça étonnant que tu trouves ça chouette, étant donné ton rapport au théâtre, parce que c'est un... Ouais, mais parce que là, je trouve que c'est amélioré, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Enfin, il y a quand même une volonté de te tenir un petit peu et de deliver, tu vois, à certains moments. Le film, quand même... Il y a quand même des scènes un peu... Ouais, il y a des scènes qui m'ont surprise et où j'ai trouvé la marionnette efficace et la mise en scène faisait peur et tout. Donc non, il y a quand même une grosse partie du film auquel j'ai adhéré sans souci. Ouais, moi j'étais étonnée aussi que ça fonctionne sur moi. Oui. Parce que quand j'ai vu... En fait, pour moi, il y avait tous les ingrédients pour que ça parte très très mal. Dans le sens où il faut peut-être préparer les gens. C'est quand même... de l'illusion absolue, c'est-à-dire que tout de suite les costumes effectivement jouent sur l'idée de créer des personnages qui vont être bizarres. Enfin, le marquis est poudré, mais comme c'est le Joker, jamais quoi, avec une grosse mouche et tout. Enfin, il a un blush rond, enfin on dirait une espèce de poupée. Moi, c'est vraiment en plus en français, donc c'est voilà, pour la réac que je suis, je me suis dit, oulala, la catastrophe arrive à grands pas. Pareil pour le personnage féminin qui a un eyeliner hyper présent et puis qui est habillé un peu en une sorte de gitane. Ça fait très art déco, exotisme en fait. Exactement, sur les costumes. Un peu années 20 et tout. Mais étrangement, ça fonctionne. Je trouve qu'il y a vraiment un truc d'illusion, de petits contes comme ça qui fonctionnent bien, qui est surprenant. Je trouve que les acteurs sont vachement bien. Enfin, vraiment, son casting, il est très intéressant parce que, tu vois, si jamais il y avait eu un acteur ou une actrice qui était un peu à côté, ça écroule tout le truc, alors que là, ça fonctionne. Je trouve qu'il y a quand même un peu une baisse de régime, personnellement, à partir du moment où le père revient. Il y a un petit trou d'air, tu vois. En termes de rythme, je me suis un peu ennuyée à ce moment-là, mais il y a des trouvailles esthétiques, c'est amusant, c'est léger et en même temps, ça fait pas de cheap. Enfin, je trouve que ça va. Franchement, il n'y a pas du tout de côté cheap. Non. Ouais, sur les plans, sur toutes les scènes en extérieur. Je trouve que ça sent un peu, par contre, sur tous les plans dans la maison où tu as beaucoup de jeux d'ombre et de clair-obscur. Ça, je suis d'accord, c'est très très beau. Ouais. Moi, c'est les plans extérieurs qui m'ont vachement rebuté et c'est ça qui a bloqué l'immersion. Mais encore une fois, c'est très personnel et ça ne la bloquera pas pour plein d'autres d'entre vous. Donc, et c'est hyper référencé en fait. Il y a plein de références esthétiques, genre Vassili, je sais plus son nom. Schneider. Oui, mais le nom de son personnage. Piotr. Piotr, il ressemble à une espèce de Bacchus à la Cindy Sherman, un peu bizarre et en même temps très très attirant. Il y a plein de citations de Nosferatu, je pense en termes d'ombre et de personnages et tout ça. Et moi j'aime bien quand effectivement le cinéma français ose devenir illusion et se place comme ça, comme une illusion. Je vais faire une autre référence d'un de mes films préférés dernièrement, 2019-2020. Pour moi, il y a un truc à la Annette. Je savais que t'allais dire ça. J'ai détesté. J'ai détesté moi, Annette. c'est un... Ouais, quelle moi, horreur.
adoré. Et justement, je trouve que en fait, la marionnette, elle fonctionne aussi parce qu'il y a l'idée qu'on n'est pas dans, dans le naturalisme. Quoi. Mais sauf que là, on il est chante dans pas. un. Alors là, bon, il n'y a pas de chanson. Mais la marionnette. Il y a une chanson. Le bébé déjà, Oui. bébé une et en chanson plus quand marionnette. Et la musique est bien. Oui. La musique, La vraiment, musique est- ouais, j'avais vachement noté bien. ça C'est aussi. Les beau. viols de gambe. Oui, mais c'est très beau. Genre, Ouais. c'est pas omniprésent, c'est pas. Enfin, c'est quand même assez moderne. Les thèmes Ouais. sont très très beaux. Et Vraiment, moi, j'ai j'étais même surprise jusqu'à dire que si moi ça m'a perdu les côtés qui me plaisaient pas sur l'aspect visuel et enfin direction d'acteur, je l'ai récupéré aussi grâce à la musique à plein de moments. Superbe. Ouais. Vraiment. Ouais, musique par Martin Lenouvel et Maya Xifaras, que je n'avais pas cité. Ok. Du coup, ben, mais voilà. bon, je ne sais pas ce qu'ont fait Big ces up. gens, mais ouais. Big Non, up ça les, fait- big up Big les up, big up, frérots, big up. big up les sœurettes. On est sur Skyrock. Tu veux passer une dédicace? Tu veux un maillot de l'OM ou du PSG en cadeau? Non, mais moi, je suis le premier surpris à avoir adhéré à cette proposition. Tu vois. C'est vrai que je t'attendais pas sur le Bourdalac. Bah ouais, mais tu vois, je trouve qu'il y a un, mais c'est marrant. Tu vois, on en a beaucoup parlé dans cet épisode et préalablement, mais Mandico, qui est, je trouve, un des réalisateurs français actuels les plus intéressants, et ben je retrouve un peu une proposition. Enfin, en tout cas, en termes de proposition, je retrouve quelque chose de ce que lui peut proposer, tu vois, chez Adrien Beau et avec ce film-là. Oui, ou Tu vois. Yann Gonzalez. Les Ouais. contes d'après-minuit, tu vois. Ouais, C'est ouais, ça Yann. Ouais, alors moi, je l'ai pas vu. J'ai vu Un couteau dans le cœur de Yann Gonzalez. Je préférais l'autre. Qui m'a moins plu, mais pourtant je sais d'où il vient, je sais à quel mouvement il appartient, et je m'attendais à vachement plus aimer. Mais bon, c'est quand même un film qui est assez chouette. Mais voilà, moi il y a quelque chose de ce mouvement-là, de cette dynamique-là, de vouloir Un faire retour aux sources un peu voilà, du fait maison. exactement, ouais. et surtout d'assumer le fait que tu crées un objet. Complet en faisant un film, et que quand tu crées un monstre comme ça, quand tu mets en scène un cadavre, bah, tu utilises un objet en fait. Tu vois. Et Trop bien la marionnette, hein, par contre, hein, vraiment. je trouve ça cool. Je trouve que la démarche est cool, et en plus visuellement ça fonctionne. Enfin voilà, dans les scènes dans lesquelles ça doit fonctionner, ça fonctionne, donc très bien. Et je leur dis, mais effectivement la prestation vocale d'Adrien Beau et tout ça pour interpréter le personnage, bah, elle est chouette quoi. Enfin il arrive à faire ce truc un peu inquiétant, à habiter cette marionnette. Tout ça pour dire que c'était pas mieux avant, en fait. Oui, c'était. Ouais, voilà, mais c'est vrai, c'était la conclusion. Bah, c'était la conclusion, c'était la conclusion de l'épisode. Hein. Bah déjà, on était omnubilés par Jesus Christ avant. Ouais. Wow. L'alpha et l'oméga de tout, là, ça va. Ouais, je vais citer un message de Camille sur notre groupe Signal, mais encore un film de moine qui trempe son biscuit, ça commence à bien faire. Et c'est vrai que la femme est moderne, même en off, quoi. C'est vrai que bon, merde à la fin. Oui. L'illusion d'être une Gen Z. Eh bien, c'en est fini avec les films de la sélection de ce soir. Nous allons passer à la dernière partie de cette émission, qui est le moment où l'on se raconte ce que l'on a fait dimanche dernier ou celui d'avant. Bon, les réponses du genre je suis allé voter, ça va, tout le monde, d'accord, 70% des Français. Donc, vous n'avez pas fait que ça, d'accord. Donc, je ne veux pas cette excuse, et je commence par celui qui détourne les yeux, détourne le regard. Oui. Léo. T'es le seul celui à cette table à part Thomas. Non, moi, je vais faire une reco musicale du coup. Parce que dimanche dernier, vu que tu nous as interdit de dire que on avait été voté, voilà, je le dis pas quoi. Enfin, du coup, je l'ai dit sans vouloir le dire. Bref. Moi, toujours dans la lignée de cet épisode, je vais recommander un groupe qui s'appelle Divide and Dissolve, composé du coup de deux meufs, une qui est native américaine et l'autre qui est australienne, et qui font une sorte de drone doom metal. Un peu étrange avec du saxophone. C'est particulier.
D'accord. Mais c'est dans une démarche de parler de décolonisation et de déstructurer la pensée blanche dominante. Voilà, c'est très cool, je vous conseille beaucoup. Ça passe sur les ondes FM Je ne pense pas, mais vous pouvez le retrouver. Il y a des lives sur YouTube, et sinon sur les plateformes de streaming. Voilà. Très bien. Bon, les... Divide and Dissolve. Ouais. Les plus vieux comme moi iront sur Spotify. Camille. Oui, alors moi aussi, c'est une reco, voire deux musicales. En vrai, moi, ça fait une semaine que j'écoute en boucle l'album Brat de Charlie XCX. Ah ouais. XCX. Incroyable. Vraiment. Ouais, alors c'est mieux encore que ça parce qu'elle assume vraiment son côté ultra pop et en même temps de clubeuse. C'est vraiment très cool. Et une autre reco, une première partie que j'ai vue à un concert la semaine dernière. Ça s'appelle E and the Kampala Unit. E s'écrit HHY and the Kampala Unit. Et en fait, c'est une formation avec un mec qui fait de la musique électro portugais et une chanteuse et qu'est-ce qu'on dit, trompettiste. Qui est, je ne sais plus, quel enfer, africaine, panafricaine. Ils se sont rencontrés lors d'une résidence avec le label Nyege Nyege, qui est vraiment très très cool. Je vous invite à l'écouter. Et c'est vraiment génial. Wow. E and the Kampala Unit. Bon, et ben 2 recos pour le prix d'une. Lola. Ouais, moi j'ai un contre-exemple de tout cet épisode de C'était mieux avant. C'était mieux avant, le Steadicam. Non, une pratique dans le cinéma qui se perd, qui existe encore, mais voilà, moi j'ai eu la chance de faire une formation à cette pratique de grosse machinerie ancestrale. Voilà, ancestrale, oui, il n'y a rien, ancêtres. Il n'y a rien d'électronique, voilà, pas un câble à brancher, tout est manuel. Voilà, c'est quelque chose dans le cinéma qui, on ne le sait pas quand on n'est pas technicien, mais qui nous émeut, qui nous fait frissonner parfois, des plans Steadicam et voilà. Et ça, c'était mieux avant. Aujourd'hui, on a des trucs motorisés. Aujourd'hui, on a des trucs motorisés qui sont. Aujourd'hui, il y a des drones qui sont tout aussi bien, mais qui n'ont pas le même effet organique qu'avait le Steadicam et qu'a toujours. Et j'espère qu'il continuera longtemps, parce que dans le cinéma, il y a rien qui ressemble au Steadicam, et je pense que rien ne pourra l'imiter de près ou de loin. Voilà. Bon, eh bien, j'ai la lourde tâche de clore cette volée de recommandations. Je ne vais pas vous décevoir. Je vais baisser le niveau de 5 à 10 crans. Non. Bah non, bah écoutez, moi ça fait 2 semaines que je suis en dépression totale. Donc qu'est-ce que je fais le week-end quand je vais pas voter? Eh ben je joue à la console. Voilà, je joue aux jeux vidéo. Voilà. Soit ça, soit la messe. De toute façon, c'est ça. Ah bah moi c'est que ça. Moi c'est Mess and Gaming. C'est ma chaîne Twitch d'ailleurs. Mass and Gaming. C'est que des jeux chrétiens. Ouais, c'est la vie de Jésus. Eh ben en 3D. Alors, tu crois pas si bien dire, merde. Mais ah merde, sur l'eau. C'est cool. Mais je vous recommande, mais il n'y a pas vraiment besoin de le recommander parce que je sais qu'il s'en est déjà vendu 5 millions les quelques premiers jours de la commercialisation du jeu. Mais je recommande l'extension. Alors c'est marrant parce que. Les Sims. C'est marrant parce que pour Dieu, toi aussi. Je recommande, mais j'ai pas eu le temps d'y jouer. C'est trop marrant. Mais je recommande l'extension d'Elden Ring. Donc Shadow of the Erd Tree. Il paraît que c'est super, mais du coup j'ai recommencé une nouvelle partie pour pouvoir y accéder, et je suis toujours pas arrivé au moment où on peut accéder à l'extension. Tu recommandes quand même. Mais du coup ça m'a fait repartir, pour de nombreuses heures dans le jeu, donc rien que pour ça, même si j'ai pas encore exploré le contenu, et je vous la recommande. Voilà, c'est vraiment un super jeu. Pour le moment, j'ai l'impression de... Je sais pas, quand je joue à ce jeu-là, j'ai l'impression de jouer à des pochettes de métal, de groupes de métal. Voilà, c'est à peu près le genre d'esthétique. Et non, c'est un jeu de ouf, c'est trop bien. Voilà, enfin, bon. Mais c'est vrai qu'après
après vos recommandations. Oui, c'est nul à chier. C'est nul à chier. C'est L'empathie et la bienveillance, vraiment le cœur de cible de ce podcast. Non mais ça va, je le prends. Je le prends comme il arrive. Ouais. C'est-à-dire comme une balle dans le cœur. Non, comme un c'est pieu. bien. Ouais, Elden Ring. Bien sûr. Onion Rings. Ouais. Onion Rings. Onion Rings. Ça. Bon, Brice, c'est bon, c'est fini. Tu vas pouvoir remballer là. Ranger ton matos. Ouais, tout le monde dehors, les chaises sur les tables sur les chaises. On vous remercie d'être de plus en plus nombreuses à nous écouter. Je le dis à chaque fois, mais là vous êtes vraiment nombreux et nombreuses à nous écouter. Ouais. Parce que depuis le début, il mentait. C'est genre ça Il y nous avait angoisse trois en fait quoi. personnes. Mais bien sûr, je Tellement crée de de gens. l'engagement depuis le début. Moi j'ai appris ça à la fac en première année. En médecine, ouais, c'est très. Ouais. Et donc là c'est vrai. Non mais je vous remercie, mais c'est un peu flippant. Donc continuez parce que ça nous donne nous envie de continuer. Ça nous donne envie de faire, je sais pas, d'aller explorer de sortir de nos zones de confort respectives, de louer des zéniths, voilà, de faire plein de trucs. Quoi. On va lancer un spectacle de stand-up. Et puis tu parles comme Christina Cordula quand tu dis sortir de ses zones de confort. Moi, ça m'inquiète. Allez, bon, c'est bon. Je crois que Lola elle en a ras le cul. On ose la couleur. Il va falloir qu'on remballe, mais je vous le redis une dernière fois, merci. Mettez des étoiles sur les applications de podcast parce que ça fait toujours plaisir. Mettez des commentaires gentils sur les réseaux sociaux parce que ça fait toujours plaisir. Je peux demander à Lola, ils ont dit quoi les gens? Et elle me répond, ah, tu fais chier, t'as qu'à avoir gna. Voilà. Bon, et ben voilà. C'est vrai. Mais en Mettez attendant, des commentaires méchants aussi, s'il vous plaît. ouais, mettez des commentaires seulement méchants sur pour Léo. Léo, voilà, parce Ouais. qu'il demande que ça. Ça fait 2 ou 3 épisodes que tu demandes. Donc tu vas en avoir. Merci, bisous, à dans 2 semaines. Et voilà. Merci. Ciao, beaucoup. ciao. Ciao, des bisous. Mmh.